Et donc c'est bien ça qu'on va voir ce soir. On va voir ce qui a été compté et comment ça a été compté pour prétendre qu'il y avait une efficacité vaccinale. Ça, c'est la première partie. Et on va voir que ça a été basé sur le moteur général de la fraude qu'il y a eu pendant cette période Covid-19, qui ont été les tests. On a vécu ce qui est décrit dans la pièce du Dr Knock, à savoir tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est-à-dire que les tests nous ont permis de quitter la réalité, définitivement. La réalité de la maladie, c'est un malade. C'est une personne qui a des symptômes et qui n'est pas bien. Grâce aux tests, on a quitté cette réalité, et donc on a défini le nombre de cas, et c'est ça qui a permis de créer la psychose et de faire tout le reste qu'on va voir aussi. Enfin, on va partir sur un autre pan des statistiques, ça c'était pour l'efficacité. Sur la sécurité, on va partir et on va expliquer ce qu'est la pharmacovigilance, qui concerne tous les médicaments, qui est le fait justement de déclarer des effets indésirables à la pharmacovigilance pour dire que ça ne va pas. Comment c'est compter les problèmes que ça et les limites de cette méthode. Et puis en dernier, ce que j'ai appelé la réalité des effets indésirables, c'est-à-dire qu'on va prendre les statistiques qui sont à notre disposition, qui concernent toute la population, les statistiques générales, notamment de décès, et on va voir ce que l'on observe depuis qu'il y a une vaccination. Commençons par la prétendue efficacité du vaccin. Et donc ça, très peu de gens le savent. Donc il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, de toute façon en population générale, qui sont à mes conférences ou même qui lisent mes livres, il y en a tout un tas. Et il n'y a quasiment aucune qui sait pourquoi on a été vacciné. C'est-à-dire, dans les études, dans les essais cliniques, compromis, qu'est-ce qu'ils ont promis? Moderna et Pfizer aux gens. Ni Pfizer ni Moderna n'ont jamais promis que leur vaccin permettait de ne pas être malade. Jamais. Les vaccins Pfizer et Moderna n'ont jamais prétendu que vous auriez moins de symptômes, c'est-à-dire que vous seriez moins malade. Pfizer et Moderna ont vendu leur vaccin en disant « grâce à nous, vous aurez moins de tests positifs ». Les études des essais cliniques sont basées sur les tests positifs, donc si après vaccin il y a beaucoup plus de malades, on s'en fiche. L'important, c'est juste qu'il y ait moins de tests positifs. Et les deux sont comme ça, ce qui est quand même assez étrange qu'on ne s'intéresse plus du tout, depuis 2020, au fait d'être malade, c'est-à-dire d'avoir des symptômes. Ça n'intéresse plus personne. Il n'y a que le fait d'avoir des tests positifs et négatifs qui intéressent les gens. Et là, c'est un peu problématique. Parce que le test, si on veut qu'il n'y ait pas de test positif, eh bien, il suffit de ne pas tester les gens. Et donc, il suffit, si jamais on sait dans l'essai clinique qui est vacciné et qui n'est pas vacciné, par exemple, de ne pas tester les vaccinés pour avoir un vaccin extrêmement efficace. Et là, on a un problème, plein de problèmes, qui sont que dans ces études, notamment, ce qu'on peut se dire, si on est censé être protégé contre un test, on va vacciner 20 000 personnes, il y a 40 000 personnes dans les essais, donner des placebos à 20 000 autres, et on va tester les personnes autant de fois chacune, de façon à être sûr que le produit va vraiment protéger contre quelque chose. Aucune de ces études, que ce soit Pfizer ou Moderna, ne garantit qu'on a testé autant de fois les deux groupes. Donc il suffit de tester plein de fois le groupe placebo et pas le groupe vacciné pour avoir un vaccin efficace. Et on a un problème aussi qui est que ces deux études ne sont pas en double-blinded, c'est-à-dire en double aveugle, mais sont en observer blinded, ce qui est considéré comme pas du tout du double aveugle, c'est-à-dire que normalement dans un essai clinique, personne dans le centre ne doit savoir qui a été vacciné et qui a reçu le placebo. Eh bien, dans ce que nous explique Pfizer notamment, c'est détaillé, il y a tout un tas de gens à l'intérieur des laboratoires qui sont censés être responsables de trucs et qui, eux, ne sont pas en double aveugle. Et donc, quand vous commencez à briser le secret, on peut tout à fait soupçonner que la totalité des personnes savent qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Et donc, quand vous avez une personne qui appelle en disant « Allô, oui, j'ai des symptômes, est-ce que je viens me faire tester ?» Eh bien, si la personne au bout du fil sait si c'est un vacciné, eh bien, il peut très bien dire « Non, c'est bon, restez chez vous, ça va passer. » Si c'est un placebo, venez donc au centre, on va vous tester. Et donc ça, c'est un gros problème. Il y a plein d'autres problèmes que j'ai pas marqués. Par exemple aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020, on racontait, oui, le Covid-19, c'est une maladie qui est très grave pour les personnes âgées. Donc nous ne vaccinerons bien évidemment que les personnes âgées.
Ces deux études de Pfizer et Moderna ont une écrasante majorité de volontaires qui ont moins de 65 ans. Et ça, c'est un problème. Puisque quand les autorités reçoivent les rapports de Pfizer et Moderna et que les tests ont été faits surtout sur des moins de 65 ans, ça ne correspond pas à la cible. Et donc, aucun gouvernement, aucune agence n'aurait dû valider ces essais, puisqu'on est en train de faire des essais sur des jeunes. À moins que tout cela ait été préparé depuis le début et que de toute façon, tout le monde savait que c'est la totalité de la population qui serait vaccinée, et pas seulement les plus âgés. Donc ça, c'est encore une chose en plus. Mais bon, revenons à notre histoire d'efficacité. Il y a quelque chose que quand il y a un essai clinique, il faut regarder immédiatement, c'est aller tout en bas de l'essai clinique et se poser la question, bon, j'ai vacciné des gens, il y en a d'autres à qui j'ai donné un placebo, je vais quand même vérifier le nombre de décès qu'il y a au bout de l'étude, dans les deux catégories. Surtout qu'on est quand même face à une pandémie mortelle qui ravage l'humanité, avec un produit sûr et efficace. On doit voir quelque chose de significatif entre les deux en termes de décès. Avant de passer à ça, on va revenir un petit peu sur la définition. Je rappelle juste, donc j'ai dit que ce qui allait faire l'essai clinique, c'était les tests. Et pourquoi c'était les tests ? Là, ce qui a été présenté comme étant une efficacité vaccinale, ou plutôt, c'est de protéger contre le prétendu Covid-19. Le Covid-19 se repère dans la population avec n'importe lequel de ses symptômes. Ce qui a été vrai aussi pour les hospitalisations. C'est-à-dire qu'on est soupçonné avoir le Covid-19 si on a de la fièvre, de la toux, des difficultés respiratoires, des frissons, des douleurs musculaires, des pertes de goût d'odorat, des mal à la gorge, des diarrhées, des vomissements. C'est-à-dire que n'importe quel symptôme de n'importe quoi, c'est du Covid-19. C'est le cas aussi pour les hôpitaux. N'importe quel symptôme de n'importe quoi, c'est du Covid-19. Et donc ce qui fait la spécificité, c'est de dire que c'est le test qui décide si c'est du Covid-19. Donc on n'est pas protégé contre un symptôme puisque n'importe quel symptôme fonctionne, on est protégé contre le test grâce au vaccin. On est protégé contre le test et au bilan, ce que le prétendu 95% d'efficacité vaccinale ici qu'a inventé Pfizer, c'est parce qu'au bout des 3 mois de suivi des patients, 3 mois cumulés, l'étude a duré 6 mois, mais le temps de suivi moyen des patients c'est 3 mois, parce qu'autrement ils perdent la trace. Eh bien ça a été 8 vaccinés avec un test positif contre 162. 8 contre 162. C'est-à-dire que on va vacciner 7 milliards de personnes contre un truc où on a une prétendue efficacité avec des chiffres aussi petits. 8 contre 162. En plus, encore une fois, on a suivi 40 000 personnes pendant 3 mois. C'est pas très dur de s'arranger un peu avec les résultats et on va voir pourquoi avec des chiffres aussi petits que 8 contre 162. Donc 95% d'efficacité et les gens font waouh, c'est hyper important. 8 contre 162, ça paraît pas terrible. Au passage, au demeurant, s'il y a une vraie pandémie de coronavirus qui se repère par les tests, et que, en fait, sur 40 000 personnes, au bout de 3 mois de suivi, enfin 6 mois, on a réussi à trouver que 170 tests positifs, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. C'est-à-dire que le premier résultat de Pfizer et de Moderna, quand vous étudiez ces chiffres avec un peu de sérieux, c'est que les deux ont prouvé qu'il n'y avait pas de pandémie. C'est bien le premier résultat. Bon, allons un peu plus loin quand même. Donc je vous ai dit, quand même, bon, s'il y a une pandémie qui ravage l'humanité, bon, qu'on ne voit pas trace parce que quand même, il n'y a pas beaucoup de positifs dans le tas, et que le vaccin est sûr et efficace, on doit quand même prouver que les vaccinés meurent moins, quand même, si ça sert à quelque chose. Donc regardons au bout des 2 études combien il y a de morts de chaque côté. Pfizer, au bout de l'étude, a réussi à trouver 15 morts dans le groupe vacciné et seulement 14 dans le groupe non vacciné. Donc ça, c'est pas terrible. Donc déjà, on a un premier résultat, c'est que le vaccin Pfizer n'empêche pas de décéder. Ça paraît assez net. Et on n'est pas terrible en termes d'intérêt. Moderna, on est à 16 partout. Donc là, balle au centre, on refait un match. Donc ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que, pareil, vous êtes une autorité de décision. Là, on vous dit, en fait, on n'a pas trouvé de pandémie. Ah, d'accord. Faut-il vacciner les gens ? Et puis, du coup, non, quand on est vacciné, on meurt pas moins. C'est même pas terrible. Du coup, est-ce qu'on accepte
le produit. C'est pas fou. Ah, je l'ai pas mis, mais pour les prétendues formes graves, c'est-à-dire des gens qui sont allés à l'hôpital avec un test positif, on est à 3 contre 1. 3 là contre 1 ici. Ce qui fait qu'il n'y a aucune significativité. Donc c'est-à-dire que tous les gouvernements du monde, la totalité, ou les instituts qui ont prétendu à un moment que ça te protégeait contre des formes graves, eh bien font la promotion du produit Pfizer beaucoup plus que Pfizer lui-même. Je pense que les mecs, ils étaient étonnés, quoi. Jamais ils ont prétendu ça. Bon, ok, ça protège contre les formes graves. Et sur la triche, et ce que je vous ai dit sur les soupçons de triche, c'est-à-dire que tout le monde savait dans le laboratoire qui était vacciné, qui n'était pas vacciné, on a un témoignage dans le BMJ, dans le British Medical Journal, une directrice d'un laboratoire de Pfizer qui fait un long témoignage pour expliquer que, oui, dans le laboratoire, tout le monde savait qui était vacciné, qui n'était pas vacciné. Et donc c'était facile de biaiser les résultats, justement, en disant aux gens de ne pas se tester. Et on a tout un tas de preuves. Par exemple, le nombre de visites réalisées. C'est-à-dire que, avant de passer au laboratoire, les personnes disaient oui, j'ai des symptômes, j'ai de la fièvre, enfin, j'ai n'importe quoi, j'ai un corps au pied, j'ai de la fièvre, bref, ça c'est du Covid. Et donc là, on a le nombre de visites effectivement réalisées. Et donc là, on voit que chez ceux qui ont reçu le vaccin, il y a eu 2000 visites, et 2500 chez ceux qui ont eu le placebo. Alors ça, c'est intéressant parce que 2500 d'écart, ça veut dire quoi en fait? Les placebos sont malades ou on a dit aux vaccinés de ne pas venir? On n'a pas la réponse. Ça, ce sont ensuite les tests qui ont été réalisés au central et les tests qui ont été réalisés en local. Et ce qui intéresse, donc les tests des personnes, une fois qu'elles étaient testées sur place, on pouvait soit faire un test RT-PCR en local quand c'était possible, soit l'envoyer au central. Donc la plupart des tests étaient envoyés au central. Au central était aux États-Unis. Donc vous pouvez tester en Argentine, avec Couvillon dans le pif, tout ça, et ensuite il faut 11 heures d'avion pour balancer ça au centre, ce qui vous donne une qualité du test qui doit être sympa. Bref. Si on croit encore à ces choses-là. J'y reviendrai après. Mais du coup, bon, on voit qu'au niveau central, il y a à peu près la même proportion de tests réalisés. On est autour de 80%. En revanche, au niveau local, il y a un bel écart entre le nombre de gens qui viennent et le nombre de gens qu'on teste. Et voilà, on voit qu'il n'y a que 40% des vaccinés qui ont été testés au niveau local, contre 45% chez les placebos. Ce qui donne un certain indice que le placebo venait, et puis oui, on faisait le test tout de suite pour être sûr d'avoir la chance d'avoir un test positif. C'est pour ça qu'ils en ont testé beaucoup plus. Même de ceux qui... Déjà, ils leur disaient de venir, et pas eux. Et en plus, eux, ils s'assuraient vraiment de faire un test quand ils arrivaient, alors qu'eux, ils étaient un peu plus lâches. Ou alors, on a perdu le test en cours de route, qui sait. Si je vais dans le détail, ce qu'est le travail de Pierre qu'il a mené, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 2 stratégies. Il y a une stratégie locale aux États-Unis, où on voit une énorme différence entre le nombre de tests réalisés chez les placebos et chez les vaccinés. Ce qui veut dire que la stratégie dans les laboratoires américains pour avoir un vaccin qui marche, c'était de tester que les placebos. Ça se voit. En Argentine, ils n'ont pas fait ça. Ils ont testé tout le monde. En revanche, ce qu'on voit en Argentine, c'est qu'il y a plein de gens qui ont disparu des fichiers. Donc le soupçon, très fort, c'est que aux États-Unis, on s'arrange pour ne tester que les placebos et pas les vaccinés. En Argentine, on teste tout le monde, mais dès que quelqu'un a un résultat qui ne nous plaît pas, on le dégage du fichier. Ce qui fait au final un vaccin qui marche très bien. Allez, un truc intéressant sur les effets indésirables. Donc quels sont les effets indésirables du vaccin Pfizer? On peut soit ressentir de la fatigue, de la fièvre, des frissons, myalgie, maux de tête, diarrhée, nausées. Et donc la seule chose qu'a vraiment prouvé Pfizer dans ses études cliniques, c'est que le vaccin Pfizer rend malade, et de manière extrêmement significative. Voilà, donc chez les vaccinés, ils en ont trouvé 1000 qui ressentaient de la fatigue, contre seulement 250 chez les placebos, fièvre 1000 contre 61, alors ça c'est pas mal, vous êtes très sûr d'avoir de la fièvre de manière significative. Les frissons, ça va avec la fièvre, 1000 contre 87, myalgie 1000 contre 126, maux de tête 3 fois plus, ici, diarrhée c'est un peu plus aussi, nausée c'est pas mal. Donc vraiment, ce que les autorités sont sûres, donc ils voient les triches, on a viré plein de monde de l'étude, tout ça, bon, on n'a pas testé tout le monde pareil, et puis de toute façon on est en train de se battre contre un test. En revanche, ce qu'on sait vraiment, c'est qu'on va rendre tout le monde malade. Ça c'est vraiment significatif, vous êtes sûr de vous. Donc vous avez un produit actif, là vous savez, puisque ça rend malade. Alors en revanche, ce qu'on comprend très bien, c'est comment un vaccin fonctionne.
Parce que vous remarquez que tout ça, ce qui est en gras, ça, ce sont des symptômes du Covid-19 qu'on a dit au début. Donc là, on comprend aussi comment un vaccin marche. C'est-à-dire que si vous ressentez ça et que vous êtes vacciné, on appelle ça un effet indésirable. Mais si vous ressentez ça et que vous n'êtes pas vacciné, on appelle ça le Covid-19. Voilà. Ben voilà, ça y est. Vous aussi, vous savez faire des vaccins. Concernant les gens qui ont été évincés, je vous invite à lire les articles qui ont été faits sur expliquer le cas d'Augusto Roux, qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est un grand avocat argentin, donc qui était assez haut niveau, hein, je crois que c'est à peu près l'équivalent d'un juge en France, qui s'est porté volontaire hein, pour Pfizer, donc il s'est fait vacciner, et qui s'est mis à 35 ans, quelque chose comme ça, à démultiplier les arrêts cardiaques. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'en fait, il a été viré de l'essai. Il a essayé de déclarer ces arrêts cardiaques comme étant des effets indésirables du vaccin. Il lui a dit non, t'es viré de l'essai, tu dégages, c'est pas nous. Donc il s'est retourné contre Pfizer et le chef du labo argentin qui s'appelle Pollack, je crois, a décidé de le déclarer comme fou. Donc voilà, il est censé être fou maintenant. Mais il y a quelque chose d'intéressant autre chose d'intéressant dans les données, parce que donc lui, on sait qu'il a été évincé. Il est même en procès contre Pfizer pour dire j'ai été évincé alors que j'ai des arrêts cardiaques à répétition et que j'ai bien été vacciné. Quand on rentre dans un essai clinique, qu'on est volontaire, on reçoit un numéro unique. On est enregistré et ce numéro est unique. Il y a les 2 premiers chiffres qui sont le numéro du laboratoire et puis après il y a 4 chiffres. Donc par exemple, je suis dans le labo numéro 11 et puis je suis le patient 1001. Puis le deuxième, c'est forcément le patient 1002, puis 1003, puis 1004. Et ça reste dans les données. Ça ne peut pas s'enlever. C'est-à-dire que si on vire quelqu'un de l'essai de manière malpropre, eh bien on va remarquer dans les statistiques qu'on va avoir un patient 1006 et puis derrière un patient 1008, avec un patient 1007 qui a disparu au milieu. Et donc avec les numéros d'Augusto Roux, ce qu'on remarque, c'est ici en rouge. Voilà. Donc dans le laboratoire 1231, qui est le laboratoire argentin, eh bien vous voyez tout un tas de données en rouge qui sont des données manquantes. C'est-à-dire que ce sont des individus, forcément, qui ont été enregistrés par Pfizer et qui ont été virés de l'ensemble des fichiers ensuite. Sans qu'il y en ait de traces, ni qu'il y ait aucun enregistrement de pourquoi on les a enlevés. Donc ce ne sont pas des exclusions au sens classique d'un essai clinique, parce qu'on peut exclure des gens. Par exemple, une femme qui tombe enceinte dans un essai, ça arrive, elle est exclue, c'est documenté. Là, c'est vraiment des suppressions de manière malpropre et c'est parfaitement illégal. Donc quand je parlais de réglementation, de ce que montre notamment Christine Coton, ça c'est complètement illégal. C'est-à-dire que personne ne sait ce que sont devenus ces gens. Et Augusto Roux, il est là-dedans. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le jour même où Augusto Roux a été vacciné de sa 2e dose, tout cela, donc Augusto Roux il a été viré, hein, et tout cela ont été virés en même temps. Ça laisse porter le soupçon sur le fait qu'il y avait un lot qui n'était pas terrible ce jour-là. Et que là, on est en face de tout un tas de personnes qui ont des effets indésirables graves en Argentine et qui ont été évincées. Donc c'est plus qu'un soupçon, puisque ça, c'est illégal. Hein. Et ça, on ne le sait que depuis qu'il y a un juge fédéral qui a obligé Pfizer à fournir ses fichiers, parce qu'avant, il les masquait. Alors que normalement, tout est public, et là, il a fallu la décision d'un juge. Et ces données sont disponibles que depuis un peu plus d'1 an à peu près. Et encore, elles sont même encore incomplètes. Et donc là, on demande la même chose pour Moderna, en espérant que ça finisse par tomber. Donc voilà ce qu'on a sur la prétendue efficacité du vaccin, c'est-à-dire que les personnes vaccinées sont prétendument sont vaccinées contre un test, et pas du tout contre le fait des malades. On sait d'ailleurs que le vaccin rend beaucoup plus malade que le fait de ne pas le faire, hein, c'est documenté, par Pfizer, qui nous le dit. Mais du coup, comment a-t-on pu continuer de rentrer dans le narratif de l'efficacité du vaccin, et notamment dans la totalité des pays? Bon, on a vu comment est-ce qu'on faisait pour créer un vaccin efficace. C'est simple. Vous avez 2 groupes, des personnes vaccinées et des pas vaccinées. Vous devez vous débrouiller pour que les vaccinés ne se testent pas et que les non-vaccinés se testent tout le temps. Et ça, dans la quasi-totalité des pays du monde, on a mis en place une règle administrative qui a créé ça toute pièce, qui a fait que les vaccinés ne se testaient pas et que les non-vaccinés se testaient. Et comment s'appelle cette règle ? Le pass sanitaire, merci. Le pass sanitaire permet de simuler une efficacité vaccinale dans une population. Et je vais vous montrer comment. C'est assez simple. Je vais imaginer qu'aujourd'hui, je suis le président d'un pays qui a décidé d'emmerder ses non-vaccinés. C'est un exemple fictif.
Donc vous imaginez. Au sein de mon pays, j'ai 1200 personnes. Et je mets en place une règle qui dit que mes non-vaccinés, ils doivent aller se tester à chaque fois qu'ils vont pisser. Ce qui est relativement pénible. Ce qui fait qu'assez rapidement, je vais avoir 1000 personnes qui vont se vacciner et 200 qui ne vont pas se vacciner parce qu'elles veulent pas. Donc mes 200 personnes vaccinées, non vaccinées, pardon, qui doivent se tester à chaque fois qu'ils vont pisser, assez rapidement, je vais en tester 8 sur 10. Ce qui va me faire 160 tests de réaliser. Chez mes personnes vaccinées, il n'y a que ceux qui aiment se faire gratter le nez gratuitement qui y vont. Et donc je vais en tester 1 sur 10. Ce qui va me faire 100 tests réalisés. Pareil, on continue dans l'exemple fictif. Vous imaginez que les tests sont parfaitement bidons et que le vaccin ne sert rigoureusement à rien. C'est fictif, hein, vous imaginez. Faites un effort. Ce qui fait 10% de positivité pour tous. 160 tests réalisés chez mes non-vaccinés, 10% de positivité, ça fait 16 tests positifs. 100 tests réalisés chez mes vaccinés, 10% de positivité, ça fait 10 tests positifs. Et maintenant, je vais faire comme la totalité des bons élèves de l'ensemble des ministères de la Santé, des grands instituts de statistiques, pour pouvoir comparer l'efficacité vaccinale d'une population à l'autre. Ce qu'elles ont toutes fait, c'est qu'elles ont rapporté le nombre de tests positifs à la population initiale. Et donc 16 tests positifs sur 200 personnes chez les non-vaccinés, ça fait un ratio de 80 positifs pour 1000 chez mes non-vaccinés. En face, chez mes vaccinés, j'ai 10 tests positifs pour 1000 personnes. Un ratio de 80 positifs pour 1000 contre un ratio de 10 positifs pour 1000, ça fait une efficacité vaccinale de 95%. Tadam! Le pass sanitaire permet de simuler de manière parfaitement artificielle une efficacité vaccinale en testant beaucoup plus les personnes non vaccinées que les personnes vaccinées. Et ça, on peut le voir de manière extrêmement nette grâce à cette courbe. Cette courbe, elle est publique, elle est créée par un ingénieur français qui s'appelle Guillaume Rosier, qui a créé tout un tas de sites internet dans cette pandémie, le VitMaDose, VaxImpact, Covid Tracker. Et donc pour voir cette courbe, il a été décoré de l'ordre du mérite à 35 ans par Emmanuel Macron. Et cette courbe représente, du coup, pour la trouver, il faut taper VaxImpact. Donc vous allez sur Internet, vous tapez VaxImpact, vous retrouvez ça. Donc c'est pas une courbe de complotiste, c'est des vraies données du ministère de la Santé qui ont été faites exprès pour lui pour qu'il puisse le diffuser. Donc je l'utilise évidemment à bon escient. Et cette courbe, elle permet de détruire en une seule courbe l'escroquerie du test et du vaccin en une seule courbe. Et ça, je pense que ça mérite la médaille du mérite. D'ailleurs, je lui ai dit, je l'ai remercié plein de fois sur Twitter en disant que je m'en servais tout le temps de son truc, donc il fallait le garder parce que c'était vachement bien. Donc sur cette courbe, on a quoi ? C'est pour la France, au fur et à mesure du temps, le taux de positivité des Français selon le statut vaccinal. Donc on va s'intéresser particulièrement à 3 courbes. La courbe orange, qui sont les non-vaccinés. La courbe bleu foncé, qui sont les doubles doses. La courbe noire, qui sont les triples doses. Donc ça, c'est une erreur dans les données, qui est du ministère de la Santé, c'est pas très grave, il faut ignorer ça. Et on va voir ce qui s'est passé. Donc je rappelle que la règle administrative en France, de l'obligation de se tester par le pass sanitaire, c'est le 12 juillet. Donc on est ici. C'est-à-dire qu'à partir du 12 juillet, tous les Français non vaccinés qui sont en vacances, puisque ce sont les vacances d'été, pour pouvoir aller au camping, à la piscine, au restaurant, tout ça, sont obligés de se tester ou de se vacciner. Et donc évidemment, il y en a tout un tas, il y en a qui se vaccinent, tout un tas, mais il y en a aussi tout un tas qui ne se vaccinent pas et qui décident d'aller se tester. Et à force de démultiplier les tests, bien on a obtenu des tests positifs. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des grandes épidémies de rhume ou de grippe qu'on a tous les étés au mois de juillet en France. Non, c'est normal, il n'y en a pas du tout. Donc il se passe rigoureusement rien en France d'un point de vue sanitaire. En revanche, on a une explosion du nombre de tests réalisés et donc de tests positifs. Avec quelque chose de fabuleux, c'est-à-dire que on se retrouve avec une palanquée de Français en vacances qui sont en parfaite santé, ils n'ont pas de symptômes et ils sont déclarés atteints d'une maladie mortelle sans symptômes. Tous. Et donc ils doivent s'isoler parce qu'ils pourraient transmettre leur non-maladie aux autres. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai pas de symptômes et je suis en train probablement de vous le transmettre à tous. Donc ils peuvent transmettre leur non-maladie. Et il se passe aussi quelque chose administrativement. Tous ces Français atteints de la non-maladie, au bout de 15 jours, sont considérés guéris.
Donc c'est-à-dire qu'avant, ils étaient pas malades, mais 15 jours après, ils vont quand même beaucoup mieux. Ça, mais ils sont pas que considérés guéris, ils sont considérés aussi immunisés. Donc c'est-à-dire que, bon, là, tous ceux qui sont en parfaite santé, vous savez que si vous étiez en parfaite santé il y a 15 jours, c'est pas pour la même raison, puisque vous êtes immunisé contre le fait d'être en parfaite santé d'il y a 15 jours. Donc pensez-y régulièrement. Vous ne pourrez plus jamais attraper la maladie qui vous met en parfaite santé 15 jours plus tard. Nous sommes d'accord. Donc là, il faut imaginer les scènes fabuleuses au travail avec voilà, le type qui appelle ses collègues, on est en plein mois de juillet. Allô les gars, je suis désolé, non là je peux pas venir, faut que je me confine, j'ai le Covid. Ah et ça va? Ben non, ça va pas du tout, parce que là j'ai le Covid le plus vicieux, j'ai le Covid asymptomatique. Ah bah merde, mais d'ailleurs, mais maintenant que t'en parles, nous aussi on n'a pas de symptômes. Ah bah merde, ça se trouve je vous l'ai refilé. Allez vite vous faire tester. Mais c'était la règle administrative, hein. C'est-à-dire que chaque personne sans symptômes avec un test positif, il avait contaminé ses voisins, sans symptômes aussi évidemment, puisqu'ils avaient la même chose. Et du coup, ils devaient tous se faire tester. Ce qui veut dire que même quand on étudie les statistiques, on va découvrir un principe de propagation. De propagation à cause de la règle administrative. C'est pas un virus qui se propage, hein. C'est la règle administrative qui crée la propagation statistique. C'est tout ce qui se passe. Bref. Bon, en tout cas, comme les non-vaccinés se testent pas, du coup, ils sont plus positifs que les autres. Comme les non-vaccinés se testent, ils sont plus positifs que les autres, puisqu'ils sont testés plus souvent. C'est tout. Alors, il y a quand même des vaccinés de doses qui se testent quand même l'été, hein. Alors qu'il n'y a pas de rhume, voilà. Il y a des gens qui apprécient, hein. Enfin, bon. Bref. Mais là, on va avoir quelque chose d'autre fabuleux, c'est que notre fameuse vague de maladies asymptomatiques, elle a une date de fin. Oui, parce que c'est une vague de maladies, ça a toujours une date de fin. Qui est pile là, vous voyez la courbe d'inversion. Est-ce que vous pouvez deviner la date? Alors, il faut connaître un peu les... C'est pas 1er septembre, c'est avant. C'est le 15 août, voilà. Parce qu'on a un virus qui est bien gentil, donc il respecte toutes les règles administratives, et puis aussi, quand les Français rentrent de vacances, il arrête de circuler, hein, réellement. Donc là, vous voyez, c'est pile le 15 août, on rentre de vacances, on arrête de se faire tester, la courbe diminue, hein, voilà. C'est la magie. Et puis quand on arrive en septembre ici, oui, ça continue de diminuer parce que quand on est au boulot, on va moins à la piscine, au cinéma et au resto, tout bêtement. Donc, mais bon, on a quand même un vaccin qui marche. Qui marche parce que voilà, encore une fois, ceux qui se testent, c'est surtout les non vaccinés. Donc là, il y a les vacances de la Toussaint en France ici. Et puis là, à la rentrée, il y a une belle montée là du nombre de tests positifs et ça n'a rien à voir avec une maladie, c'est une règle administrative. À cette date, ceux qui ont des gamins au collège, comme moi, ont découvert qu'à partir de la rentrée de la Toussaint, tous les gamins du collège devaient se tester tous les 3 jours. Ou alors, fallait qu'ils se vaccinent. Donc c'était ça la pression chez les gamins pour les forcer à la vaccination. Et ce qui a fait augmenter le nombre de tests positifs, fatalement chez les non-vaccinés, et chez les jeunes surtout, puisque c'est aux collégiens qu'on faisait ça. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est l'augmentation du nombre de tests réalisés chez les jeunes et surtout chez les collégiens. Et à partir de cette date-là, il se passe un événement qui est assez exceptionnel ici. Donc on est en fin décembre 2021. On a le ministre de la Santé français, qui dit sur les plateaux de télé, les vaccinés vous faites tout chier, j'ai encore plein de doses sur les bras. Non, c'est pas ça qu'il dit, c'est pas ça. Il dit la science m'a dit que le vaccin Pfizer perdait en efficacité au bout de 6 mois. Et donc, toutes les personnes ayant reçu 2 doses doivent en recevoir une 3e, sinon ils se font exclure de la société, comme les non-vaccinés. Donc les personnes qui avaient reçu 2 doses en France, il y en a tout un tas pour qui ça s'est bien passé, il y en a aussi tout un tas qui ont eu que ça a cogné un peu fort, et qui finalement n'avaient plus très envie de recevoir une 3e dose sûre et efficace. Ce qui a fait que nos vaccinés de doses en bleu foncé, plutôt que se ruer sur les vaccins sûrs et efficaces, se sont rués sur les tests. Et en plus, c'était gratuit. Et ils se sont tellement rués sur les tests qu'ils sont devenus encore plus positifs que les non-vaccinés. Ce qui fait qu'à cette période, le gouvernement français s'est retrouvé un peu emmerdé. À voir, alors la science me dit que les non-vaccinés sont moins positifs que les 2 doses.
Bon, bah du coup, la seule réponse à avoir, c'est qu'il faut forcément faire une troisième dose, et ça ira beaucoup mieux. Parce que c'est la troisième dose qui marche. Et donc, moi, à cette époque-là, j'ai écrit au gouvernement français, et j'ai dit, bonjour, monsieur le gouvernement, bah moi j'ai pas de dose, alors bah comment que je fais pour avoir la troisième dose d'abord qui marche avant de faire les deux autres? Et puis bah j'ai pas eu de réponse. Bon, c'est quand même une période où il y avait beaucoup de tests positifs, on y reviendra après, ce qui fait que moi à cette époque-là, j'ai essayé d'avoir un pass, j'ai été me faire tester, et devant moi, au laboratoire, il y avait un papy obèse masqué, qui n'est pas un super-héros moderne, c'était vraiment une vraie personne. Et la seule chose qu'elle a dit au comptoir devant moi, c'est elle a dit, moi j'ai mes 3 doses. Et donc la dame au comptoir du laboratoire lui a dit, mais vous avez des symptômes? Non. Mais je veux savoir. Et donc moi j'étais derrière, et je me suis demandé ce qu'il voulait savoir pour une maladie sur laquelle il avait reçu quand même 3 vaccins, et pour lequel elle est réputée sans traitement. Et donc je l'ai imaginé devant aller voir son médecin, bon évidemment avec son masque, hein, placé à 15 mètres du médecin qui a aussi son masque. C'est plus facile pour l'auscultation. Et à dire, docteur, j'ai le Covid. Ah, vous avez des symptômes? Non. Bah ça tombe bien parce que moi j'ai pas de traitement. Bah merci docteur, ça va mieux. Bon. Voilà. Donc ça, tous les 3 doses qu'elle allait se tester tous les jours, là, bon, hein. Bon, et il s'est passé quelque chose d'encore plus énorme ensuite. Je dis très souvent que l'escroquerie Covid-19 a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans très exactement, au jour près quasiment, en France en tout cas, puisque l'escroquerie a été mise en place avec la nouvelle codification Covid-19 qui est arrivée partout, dans l'hôpital, dans les EHPAD, ce qui fait qu'on a commencé à compter du Covid-19. Covid-19, on a vu ce que c'est. Il n'y a aucun symptôme Covid-19 de manière officielle pour compter. Covid-19, c'est n'importe quoi. Tout, fièvre, même diarrhée. J'ai des gens qui me disent j'ai le Covid-19 intestinal. Ouais, super. Mais c'est vrai, hein. Bon, n'importe quel symptôme, ça peut être du Covid-19. Donc on a tout compté en Covid-19 à partir de mars 2020. Et c'est là qu'on a les statistiques Covid-19. Bon, après, même asymptomatique, c'était quand même Covid-19, ce qui est assez fort. Mais bref, et l'escroquerie s'est arrêtée en mars 2022. C'est-à-dire, vu ça faisait 2 ans que je bossais les statistiques, mars 2022 arrive, et moi j'ai annoncé à tout le monde, c'est bon, c'est terminé. Donc l'escroquerie va terminer, ça va redescendre, et on en est débarrassé, il va falloir tenir un peu, mais c'est tout. Parce qu'en mars 2022, c'est la fin du pass sanitaire. La fin du pass sanitaire termine l'escroquerie qu'il y a, qui a permis de simuler l'efficacité vaccinale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça se voit tout de suite. À partir de mars 2020, eh ben, les non-vaccinés ne se testent plus, et donc ils deviennent les moins positifs du tas. Plus positifs qu'eux, ce sont les vaccinés 2 doses. Oui, parce que pour eux encore, le test, c'est encore gratuit. Donc vous êtes ici au mois de mars. Bon, il fait beau, ou mars-avril, il fait plutôt beau en 2022. Pour un petit test dans le nez, vous avez quand même une semaine de congé, tout frais payé, hein. Sans symptômes. C'est quand même la seule maladie sans symptômes sur laquelle on a une semaine d'arrêt maladie, tout payé, 100 jours de carence. Donc on peut appeler, salut les copains, ouais j'ai encore le Covid, là, là je suis à l'article de la mort, je suis en train de faire mon jardin, je porte mes patates pour l'année prochaine. Oui c'est ça, on faisait son jardin. Et les plus positifs du tas, ce sont devenus les 3 doses. C'est-à-dire que ce sont quand même les plus vaccinés qui pensent le moins que ça marche. Et dans l'ordre, on a un ordre parfait qui correspond à un mécanisme psychosocial qui s'appelle la trouille. La trouille fait juste que plus on a la trouille, eh ben, plus on se vaccine et plus on se teste, et ça marche parfaitement. Donc c'est tout ce qui se passe depuis le début. Il y a une règle administrative mise en place pour forcer les non-vaccinés à se tester et les vaccinés ne se testent pas, qui permet de simuler une efficacité vaccinale. Et quand ça tombe, on voit évidemment rigoureusement l'inverse. Donc c'est pas du tout que le vaccin fait attraper le Covid, hein, tout ça c'est une escroquerie, c'est juste le niveau de trouille. Plus on a la trouille, plus on prend de vaccin et plus on se teste, et c'est tout ce qui s'est passé depuis le début. En termes d'effets indésirables, ça c'est le tableau pour la France. Du coup c'était à l'été dernier, on avait quand même 100 000 déclarés, rien qu'en France, hein, d'effets indésirables. Donc à chaque fois, il faut faire x10, selon l'industrie pharmaceutique, hein, ça c'est juste ce qui est déclaré.
L'industrie pharmaceutique va dire, pour toutes ces personnes-là, il n'y en a aucun que je vais reconnaître comme étant de ma faute. Donc tous ceux qui veulent m'attaquer, de toute façon, je dirais que c'est pas moi. Vous ne pouvez pas prouver l'imputabilité, ce que tous les politiques, spécialistes, agences de médicaments répètent sur les plateaux à l'envi. Hein. On n'a pas prouvé l'imputabilité du vaccin, il n'y a pas d'effet de causalité. Ce qui est vrai, hein, vous pouvez toujours dire, bah non, il a fait une crise cardiaque, mais ils auraient pu faire un autre moment, bref. Mais en revanche, encore une fois, ce que dit l'industrie pharmaceutique, c'est que le vrai chiffre, c'est ça x 10. Ce que disent jamais les présentateurs des plateaux de télé ou les politiques. Le vrai chiffre, c'est ça x 10. Et vous avez même déclaré, voilà, le nombre de décès, hein, ça, c'est peut-être même que pour Pfizer, je sais plus. On était déjà à 1500 en France. Ce qui, selon l'industrie pharmaceutique, représente à 15 000. Rien que pour la France. Pour l'Europe, donc là on était encore à l'été dernier, j'ai pas mis à jour, faudrait que je fasse. Voilà, on a des choses sympathiques, hein, myocardite, 18 000 déclarations en Europe, à l'été dernier. 16 000 péricardites, 17 000 embolies pulmonaires, 37 000 thromboses, pour un total de 28 000 personnes décédées après la vaccination. Rien qu'en Europe. Je répète, il faut faire x10. Aujourd'hui, on est à 36 000. Donc, selon l'industrie pharmaceutique, le nombre de personnes tuées post-vaccination, rien qu'en Europe, c'est 360 000. Selon l'industrie pharmaceutique. Selon les spécialistes du domaine, c'est pas x10, c'est x100. Donc moi, je répète juste l'industrie pharmaceutique. Comme ça, je prends pas de risque. Bon, quand mon livre a été visiblement lu ou vu par Le Parisien, qui a dit sur les effets indésirables, Chaillot il raconte n'importe quoi. Donc c'est Nicolas Bérotte du journal Le Parisien qui a demandé à un grand spécialiste de l'EMA, hein, l'industrie, pas l'industrie justement, l'agence du médicament européenne, de commenter ça. Il a dit Chaillot raconte n'importe quoi. De toute façon, il n'y a absolument aucun signal. Alors ça, c'est le système de pharmacovigilance américain, aux États-Unis, qui s'appelle le VAERS. Et donc c'est très facile à utiliser, parce que ça sort des tableaux bien tout faits, on met les paramètres, on coche des cases, et puis ça sort un truc, c'est super. Et donc ça, en bleu, c'est le nombre de décès qui ont été déclarés comme probable effet indésirable suite à une vaccination depuis 30 ans de vaccination aux États-Unis. Et les États-Unis, ça vaccine, hein, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est en bleu. Et en rouge, c'est les décès déclarés suite à une vaccination pour que la vaccination anti-Covid-19, là, en rouge. Donc le type de l'EMA, il a mon graphique sous les yeux, il dit « je vois pas de signal ». Ce type-là, j'ai tapé son nom sur un site qui s'appelle Transparence Santé, en France, on met le nom des gens, et ça sort la liste de toutes les fois où ils ont reçu du pognon, et il a reçu du pognon de Pfizer en 2019, voilà. Il est à l'EMA. Donc j'ai réécrit au journaliste du Parisien, j'ai dit quand même, foutez de moi, vous pouvez prendre 2 minutes pour aller vérifier ses conflits d'intérêts à ce monsieur. Il m'a dit ah oui, vous avez raison, il faut que je le rajoute. Je fais non mais vous n'allez pas faire que le rajouter parce que ce type-là, hein, vous allez lui dire qu'il faut qu'il arrête de regarder son compte en banque, il va regarder mon graphique, il verra peut-être quelque chose. Bon, j'ai pas eu de réponse. Probablement. Donc ça, c'était sur la pharmacovigilance, dont on peut reprocher que c'est déclaratif. Au passage, vu les milliards qu'ont coûté la vaccination, ça aurait coûté quoi de prendre le mail des gens ou le numéro de téléphone pour une semaine après les recontacter et savoir si ça s'est bien passé, hein. C'est-à-dire qu'on est sur un produit expérimental, qu'on n'a jamais testé, qu'on balance à tout le monde, et quand on regarde les trucs de Pfizer, on voit que c'est pas terrible hein, en termes d'effets indésirables sur les gens. Et il n'y a pas un pays dans le monde qui se dit tiens, je vais faire un peu de pharmacovigilance active, allez, lançons-nous. Où je prends juste parce que bon, en plus tout le monde était pucé hein, avec le pass sanitaire, donc il se trouve que bon, voilà, l'identité des gens elle a circulé un peu partout, donc on aurait pu s'en servir pour faire autre chose. Et juste de permettre aux gens de leur poser la question activement vous êtes-vous senti bien dans la semaine qui a suivi votre vaccination? Oui, non. À quel niveau? Voilà, personne n'a fait ça, mystère, on ne sait pas pourquoi. Sur les effets indésirables toujours. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, ce sont ces chiffres-là. Ça, c'est avec la pharmacovigilance. Bien moi, j'ai fait autre chose. J'ai été regarder l'ensemble des statistiques qu'on a sur les décès partout en Europe, depuis le début de cette histoire et depuis 2 ans, pour voir ce qui se passe. Ça, c'est en provenance d'un site officiel qui s'appelle Euromomo pour European Mortality Monitoring, que vous avez sur Internet. C'est un site qui récupère les données de décès hebdomadaires de plein de pays d'Europe, pas tous, et qui les met et qui en fait des courbes. Donc ici, chaque point de la courbe, là, c'est une semaine de décès en Europe. Et ici, c'est chez les 15-44 ans. Donc chez les 15-44 ans, ils décèdent toutes les semaines en Europe entre 1500 et 1700 personnes à peu près. Ils ont mis un pointillé noir pour ce qui est la norme.
un pointillé rouge pour ce qu'est la surmortalité. Et il se passe quand même un truc intéressant, on va dire, depuis le milieu de l'année 2021, c'est que, là on voit pas bien, mais il y a un bandeau bleu clair ici, qui est la zone normale, mais le nombre de décès hebdomadaires des jeunes, 15-44 ans, a quitté la zone normale, ce qui arrive de temps en temps, hein, mais là pour plus jamais y rentrer, et même dépasser allègrement la zone de surmortalité de manière assez régulière. Et que voilà, ça le fait très souvent. Et donc Euromomo, évidemment, refusait de donner tout commentaire là-dessus, il se contente de montrer les données, hein. Voilà, on ne sait pas. Mais de quoi peuvent bien mourir les jeunes européens depuis le milieu de l'année 2021, mystère. Donc moi, pour mon livre, j'ai téléchargé la totalité de toutes les données des décès hebdomadaires de tous les Européens, de toutes les tranches d'âge que j'avais à ma disposition, et de manière parfaitement innocente, j'ai mis sur le graphique du dessous le nombre de doses de vaccins anti-Covid qu'ils ont reçus. Et donc, on a vu des choses intéressantes. Par exemple, ici, ça, c'est les 25-49 ans en Hongrie. Et donc là, il s'est passé un truc de fou, c'est-à-dire que pendant les périodes de vaccination des doses 1 et 2 des jeunes Hongrois de 25-49 ans, pouf, on a une grosse hausse de mortalité. Donc ça, c'est la mortalité par rapport à la mortalité attendue. Hein. J'ai fait un modèle. Donc quand c'est rouge, c'est qu'il y a une vraie surmortalité. Sinon, ça oscille entre rouge et vert. Mais là, il s'est vraiment passé quelque chose, hein, tout pile. Bon, pour la troisième dose, gros succès aussi. Hein, voilà. Belle hausse de mortalité chez 25-49 en Hongrie. Je vous en montre quelques-uns. Ici, c'est la France. 50-59 ans en France. La dose 1, dose 2, on a eu un joli quelque chose. Là, pouf, ça a eu pareil, un bel effet bœuf. Et puis depuis qu'ils sont vaccinés, nos 50-59 ans, ils meurent trop. De manière assez régulière, hein, alors qu'avant, voilà, on avait des hauts débats. Ici, j'ai mis quoi? L'Autriche. L'Autriche. Alors les Autrichiens, ils ont un respect parfaitement militaire, hein, de la mortalité pile pendant la campagne vaccinale. Ils s'organisent, hop. Voilà, pile pendant. Et ça marche quasiment chaque pic. Hein, voilà, vaccination dose 1, vaccination dose 2, vaccination dose 3, clac. En rang tout le monde, c'est parti. Et puis depuis, on a un joli pic de surmortalité qui perdure. Chez les 60-69 ans en Autriche. 70-79 ans en Italie, on est pas mal aussi, là, avec le joli pic de printemps, qui est là, pile pendant la vaccination anti-Covid-19. Donc c'est intéressant, voilà. Dans le livre, je mets une douzaine de graphiques, hein. Je me suis posé des contraintes. Tu dois mettre un graphique par pays et par tranche d'âge à chaque fois, de façon à montrer que ça marche quasiment partout. J'ai pas eu trop de difficultés à montrer. Hein. Donc ça, on pourrait me reprocher, Pierre, tu triches parce que tu as fait un modèle. Parce que pour calculer une surmortalité, il faut que je calcule une mortalité attendue. C'est un modèle, et donc tout est discutable. J'ai fait 3 modèles, hein, pour faire des trucs différents, pour montrer que ça marchait à chaque fois. Bon, je peux pas aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est pas un modèle. Hein. Ça, c'est la mortalité standardisée cumulée. En France, ici, ce sont sur les 15-24 ans. Donc de manière parfaitement innocente, j'ai pas démarré l'année au mois de janvier. Je l'ai démarré à l'été, au 1er juillet. Et je fais l'année qui démarre au 1er juillet et qui va jusqu'au 30 juin. Donc on a 2 années de très graves pandémies, hein, 2019-2020, où il y a la première vague mortelle, l'hécatombe mondiale qui a ravagé l'humanité, et puis qui a perduré en 2020-2021 chez les jeunes, où ils n'étaient pas protégés par la vaccination, donc ça tombait comme des mouches. Ces 2 années en rouge et en vert, on voit au bout de l'année, là, sont les 2 années les moins mortelles que les jeunes aient connues. C'est standardisé, hein, donc ça prend en compte la population. On peut pas me dire c'est parce qu'ils sont moins nombreux. Je standardise. Donc, ils sont jamais aussi peu morts que pendant qu'il y avait une maladie mortelle qui a ravagé l'humanité. Donc depuis qu'ils sont protégés grâce à la vaccination, voilà, on a la courbe bleue, et à partir d'été 2021, ils sont protégés, et 2022-2023 aussi. Eh bien, on voit que la courbe 2022 est bien remontée en termes de mortalité, et on a quasiment dépassé les années précédentes, alors que la mortalité baissait. Hein. Donc la dynamique s'est cassée. Enfin, on a perdu la dynamique de baisse des décès des jeunes. On a une belle remontée de la mortalité, là, bien visible, en bleu clair, grâce à la vaccination. Pardon, pas grâce à la vaccination. Depuis qu'ils sont protégés grâce à la vaccination, voilà, ils meurent beaucoup plus. Et la tendance se perdure avec la courbe orange qui suit parfaitement la même dynamique. Voilà, donc on se dit, on a une vaccination sûre et efficace qui fait que pendant qu'il y avait des l'hécatombe mondiale, ils mouraient pas, et depuis qu'ils sont protégés, ils meurent. Ça marche aussi chez les 25-49 ans, parfaitement. Voilà, les 2 années les moins mortelles qu'on ait connues, c'était pendant la grande pandémie qui a ravagé l'humanité, et ils n'étaient pas protégés, les pauvres. Et voilà, depuis qu'ils sont protégés, ils meurent plus, et du coup c'est rassurant. Donc ça c'est pour la France. Il y a quelque chose qu'on demande aux autorités depuis un moment, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, c'est qu'on dit on a dit au gouvernement, on a demandé, c'est-à-dire que si on a une maladie mortelle qui fait une hécatombe qui ravage l'humanité,
et que la vaccination est sûre et efficace, alors les vaccinés meurent moins. C'est mécanique. La première chose que doivent faire les États, ils ont les données, sont disponibles dans les statistiques de l'assurance maladie. Vous faites une étude simple, vous vérifiez le taux de survie des vaccinés, le taux de survie des non-vaccinés, et vous montrez que les non-vaccinés meurent plus, ou que les vaccinés meurent moins. Si les deux meurent pareil, c'est qu'on a un peu perdu notre temps et notre argent. Si les vaccinés meurent plus, c'est quand même qu'on a un problème. Donc c'est quand même temps de regarder ça. Et donc on a réclamé avec Laurent Toubiana au ministère de la Santé, qui nous a pas répondu, et on a réclamé auprès de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui permet normalement à n'importe quel Français de la saisir pour obtenir des documents, surtout quand ces documents servent à faire des lois. Donc là, il paraît qu'on a été un peu obligé de se vacciner. Donc là, on aimerait savoir quand même si on est un peu moins mort grâce au vaccin, et surtout pas un peu plus. Et donc là, ils ont refusé, la CADA, de nous répondre. La CADA a dit, on a demandé au ministère de la Santé, ils ont dit qu'ils n'ont pas les données, donc on s'en occupe pas. Voilà, sachant que c'est dans le système national des données de santé, les données de la Sécu, c'est Sécurité sociale française, tout est dedans. Et c'était redemandé en commission du Sénat. Donc là, il y a des questions au Sénat où il y a donc c'était la ministre déléguée au ministère de la Santé là, qui y répondait. Et donc la sénatrice Laurence Muller-Braun dit on veut les données et elle répond il est hors de question qu'on vous donne les données pour deux raisons. La première c'est qu'elles n'existent pas et la deuxième c'est qu'elles sont accessibles à tous. Donc c'est assez intéressant comme réponse. Le plus fort de la réponse, c'est que les deux sont faux. Et donc ça, c'est pas mal. Parce que les données existent, puisqu'elles sont, et on peut les chercher dans le système national des données de santé, mais elles sont accessibles que aux personnes habilitées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'y a pas accès. Bon, bref. Il n'y a que 2 pays, à mon sens, que je connais, qui ont diffusé des statistiques de décès, toutes causes confondues, selon le statut vaccinal, pour vérifier que les vaccinés meuraient bien moins. Le premier, c'est l'Écosse. L'Écosse qui a commencé à diffuser les données, et dès la première diffusion, ils ont découvert que les vaccinés mouraient plus. Et donc là, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont retiré les données du site, en disant, non mais ça fait parler les complotistes, ça, on peut pas. Enfin, voilà. Donc les données n'existent plus sur le site écossais, l'ONS. Le deuxième pays qui s'y est lancé, c'est toujours en ligne, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, j'en parle dans mon livre, je montre en détail, il y a différents fichiers, il y en avait 7 quand j'ai écrit le bouquin. Dans le premier fichier, on voit que les vaccinés meurent plus. Et donc là, c'est emmerdant. C'était aussi emmerdant parce que quand on contactait les journalistes en disant mais les vaccinés ils meurent plus, ils disaient oui non mais ça c'est pas certainement parce que les non vaccinés sont plus jeunes que les vaccinés, mais c'est les statistiques par âge. Oui bon vous cherchez la petite bête. Enfin bref. Donc voilà, ils n'ont pas voulu répondre. Et au bout de 2-3 fichiers comme ça, l'institut anglais il a dit ah non on a refait nos calculs, maintenant les vaccinés meurent moins. Ah bah bon très bien. C'était juste un problème de calcul. Et ils n'ont jamais dit ce qu'ils avaient changé, même si on demande, mais vous avez changé quoi dans les formules, ils répondent pas. Mais on peut quand même étudier ce qui se passe et pourquoi ils affirment que les vaccinés meurent moins. Ça représente le nombre de doses reçues par les Anglais. Et les Anglais, ils sont assez uniques au monde, je crois, parce que dans la plupart des pays du monde, on a dit tout le monde peut faire dose 1, dose 2, c'est-à-dire faites vos doses 1, 15 jours après, tout de suite dose 2. Les Anglais, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit on va faire tout le monde dose 1, et ensuite seulement plusieurs mois après sera tout le monde dose 2, puis plusieurs mois après tout le monde dose 3. Donc là, c'est ce que vous voyez. Au début de la vaccination, là, ils commencent à vacciner tout le monde en dose 1, et la vaccination ensuite dose 2, elle démarre que 4 mois après. 3 mois, pardon. 3 mois après ici. Donc il y a 3 mois de décalage. Et ensuite, la dose 3, elle démarre avec 6 mois de décalage. Donc c'est vraiment unique au monde, ça. D'abord tout le monde dose 1, puis tout le monde dose 2. Et quand on regarde les statistiques de mortalité, ça fait un graphique moche, mais vous allez le comprendre assez facilement. Ça, c'est le taux de mortalité selon le statut vaccinal. Et donc, il s'est passé des choses intéressantes en termes de mortalité. Les non-vaccinés, ils sont en rouge ici. Et donc, vous voyez que quand ils lancent leur campagne de vaccination pour la dose 1, on voit un pic de mortalité seulement chez les non-vaccinés. Et donc là, ils ont tous fait hurrah, vaccination qui fonctionne, pic de mortalité, que les non-vaccinés, c'est donc qu'on a un vaccin qui marche. Mais décédés toutes causes confondues. Donc il y avait un pic de décès Covid, hors Covid, il mourait une grosse épidémie de gastro-accident de voiture, en même temps chez les non-vaccinés. Bon, et puis après ils ont lancé leur deuxième dose, les Anglais, tous en même temps.
Et là, les Anglais, ils ont constaté une grosse surmortalité des gens qui avaient reçu une dose, des vaccinés dose 1. Et seulement des vaccinés une dose. Les non-vaccinés n'ont vu aucune hausse de mortalité quand on lançait la dose 2. Donc ça, c'est pas normal. Vous avez prétendument un virus qui s'attaque que aux doses 1 et pas aux doses 0. Et donc ça, c'est vraiment une bizarrerie statistique. Et ça recommence encore au coup d'après. Quand il lance la dose 3, le seul pic de mortalité qui est visible, c'est sur les vaccinés dose 2. Les non-vaccinés, rien du tout. Et les une dose, là non plus, c'était redescendu. Donc vous avez un truc intéressant. Vous vaccinez dose 1, c'est les 0 doses qui meurent. Vous vaccinez dose 2, c'est les 1 dose qui meurent. Vous vaccinez dose 3, c'est les 2 doses qui meurent. Eh bien, c'est Norman Fenton qui a trouvé son équipe comme pourquoi ça marchait. C'est très simple. Eh bien, tout simplement, quand on vous vaccine et que vous mourrez juste après, vous êtes considéré non vacciné. Et donc là, ce que vous voyez, ce pic de vaccination, ce sont les décès des morts de ceux qui viennent de recevoir une dose et qui meurent juste après et qui sont tous imputés aux non-vaccinés. Ce que vous voyez ici, quand on lance la deuxième dose, les vaccinés une dose qui viennent de recevoir leur deuxième dose et qui décèdent, leurs décès sont imputés aux une dose au lieu d'être imputés aux 2 doses. Et pareil, vous lancez la troisième dose, ceux qui reçoivent la troisième dose et qui décèdent dans la semaine, on impute le décès aux 2 doses. Et c'est pour ça que vous avez ce graphique. Et donc même si vous avez un gentil État qui vous donne les données et qui vous prétend vous donner les données, eh bien il faut s'en méfier extrêmement fortement puisque ça peut donner ce genre de résultat. Et donc c'est une escroquerie supplémentaire. Bon, ce qui est intéressant, on est encore dans le déni de réalité, hein, c'est-à-dire que pendant cette période-là, c'est-à-dire que pile pendant qu'on vaccinait des gens et des jeunes, on avait des décès qui arrivaient. Et même, on voit plein de traces dans la presse de trucs nouveaux qui sont apparus en même temps pour nous dire qu'il fallait pas, surtout pas s'alarmer. Par exemple, rater son petit déjeuner, ça fait des crises cardiaques. Hein. Attention. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on se pose la question, à quel âge peut-on avoir des crises cardiaques? Parce que bon, les gamins peuvent en avoir apparemment. Regarder la télé, ça fait des caillots sanguins. Hein. Faut se méfier. Boire dans des boîtes en plastique, hein, ça fait aussi des arrêts cardiaques, méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le risque d'arrêt cardiaque aussi, prendre de l'aspirine, ça fait des arrêts cardiaques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est quoi, des caillots sanguins? Pour ceux qui prennent des œufs au petit déjeuner, hein, ça faut se méfier, ça fait des caillots sanguins. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà, une augmentation mystérieuse des blocages des artères et des arrêts cardiaques, mais qu'est-ce que ça peut bien être? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le froid, voilà, arrêt cardiaque à cause du froid l'hiver, hein, faut le savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Bon, bref, il y en a eu plein. Je sais pas si vous en rappelez, mais il y a eu aussi le fait de... Oui, lasser ses chaussures, secouer ses draps un peu fort, se baisser aussi. Pas dormir assez, on a eu manger des pizzas aussi, méfiez-vous. Manger chinois. Bon, en même temps, ce qui est chinois, faut se méfier, tout le monde le sait. Bref. Surtout les vaccins. Enfin, bon. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le déni de réalité, on a en plus la presse qui se met au diapason pour proposer de plus en plus de conneries, pour nous expliquer que les gens meurent trop. Vous regardez la presse, vous savez que les gens meurent trop. Ils le disent tous les jours. Voilà, c'est la canicule, le réchauffement climatique, là surtout là, quand il fait plus de 8 degrés. Bref. Il y a un dernier aspect, donc là j'ai montré les décès, parce que c'est les statistiques que j'ai à ma disposition, mais il y a une autre statistique qui sont les naissances. Ça c'est le nombre de naissances qu'il y a tous les mois en France, et bon il se trouve qu'il y a un bel effondrement, là que vous voyez, entre 2022 et 2023, qui est bien visible. Donc là, même l'INSEE le titre assez régulièrement, ah, on a encore battu un record du plus petit nombre de naissances en France. Qu'est-ce que ça peut être? Mystère. Mais il se cache derrière le fait que il y avait des baisses structurelles hein, du nombre de naissances. Donc il se cache derrière ça en disant oui, c'est la baisse qui continue, c'est juste que ça s'accélère, vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Bon, on peut se poser des questions quand même, hein, parce que par exemple, on a les données du Danemark, et les Danois, en termes de naissances, ils sont extrêmement réguliers ces dernières années. Donc ça, en bleu, c'est le nombre de naissances au Danemark chaque mois. Donc en violet, c'est la courbe qu'on peut faire en moyenne mensuelle. Et puis j'ai mis, ça ce serait une surnaissance au-dessus du pointillé rouge et des sous-naissances en dessous du pointillé rouge, comme on fait d'habitude.
Bon, vous remarquez qu'il y a une saisonnalité hein, dans les naissances au Danemark. Voilà, ça veut dire que bon, les petits Danois ils naissent en juillet, c'est-à-dire que bah, vous avez une période de reproduction des Danois qui a lieu l'hiver. Donc quand vous visitez le Danemark, vous ayez en tête, vous pouvez choisir hein, le moment où vous visitez le Danemark. Si vous voulez visiter en pleine période de reproduction des Danois, c'est par là qu'il faut viser. Donc c'est la période où vous devez les voir en train, vous savez, d'arracher les feuilles par terre et les racines et de les balancer en se tapant le torse. Ça doit être à peu près à cette période-là. Bon, il y a aussi une saisonnalité chez les Français. Hein, voilà, saisonnalité ici. Bon, en fait, pour beaucoup, c'est des règles administratives. Hein. Il y a tout un tas de gens qui trouvent ça pas mal d'accoucher autour de l'été, en gros, ce qui permet d'avoir des vacances d'été sympas. Voilà. Bref, c'est beaucoup des règles administratives aussi qui font les naissances. Mais quand même, au Danemark, il s'est passé un truc assez intéressant. C'est un effondrement du nombre de naissances à une date assez précise, là, qui a lieu 9 mois après la campagne de vaccination de mi-2021 des femmes en âge de procréer. Donc c'est-à-dire qu'on vaccine massivement les femmes en âge de procréer, et que 9 mois après, on constate un effondrement des naissances, et qui ne remonte pas sur l'année 2022. Quel hasard, disons. Et la personne qui, visiblement, n'a l'air de s'en inquiéter. On a aussi d'autres traces statistiques. Ça, c'est en France. Ça représente le taux de mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire les décès des petits bébés entre 0 et 6 jours de vie, juste après la naissance. La plupart du temps, ce sont des prémas ou des grands prémas. C'est ça qui fait la mortalité. Bon, l'âge où on décède le plus, mis à part le très grand âge, c'est juste après la naissance. C'est là où il y a le plus de décès. Et notamment dans les premiers jours de vie, la plupart du temps à cause des prémas. Et là, il se trouve qu'on constate qu'en France, en juin 2021, le taux de mortalité chez les bébés nés en juin 2021 est absolument exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc là, c'est la moyenne, là, ce serait la surmortalité, et là, c'est la très grande surmortalité qu'on voit en pointillé rouge. Donc on a explosé les records. Le pointillé rouge vertical, c'est mai 2021, c'est la date à laquelle a été autorisée la vaccination des femmes enceintes. Et donc ce pic, il apparaît pile le mois où on a massivement vacciné en France les femmes enceintes. C'est ce mois-là qu'on constate une forte hausse du décès des bébés de moins de 6 jours. Donc tout se passe comme si, pendant la vaccination des femmes enceintes, on avait eu un grand nombre d'accouchements préma et grands préma et qu'il y avait eu tout un tas de pertes de bébés, pile au même moment. Donc on n'a pas le statut vaccinal de ces femmes, mais c'est intéressant qu'on se soit pile au même moment, pendant la campagne de vaccination. Et on n'est pas les seuls à l'avoir. Parce que ça, bon, l'INSEE, il n'y a aucun institut statistique qui a le courage de publier ça, mais c'est l'Institut statistique écossais, il a le courage de tout publier. Bon, quand ça ne lui plaît pas, il enlève. Hein. Mais ça, il a publié. Donc c'est-à-dire que vous allez sur le site de l'ONS, hein, Institut national écossais, et vous avez ça. Donc la mortalité néonatale précoce aussi, hein, en Écosse, et vous avez, pouf, une explosion de la mortalité néonatale précoce, ici, la même que chez nous, et même avec une petite troisième dose qui revient ici, clac, et ils ne se posent pas de questions. C'est-à-dire que jamais ils mettent en face le nombre de femmes vaccinées, etc. Mais c'est public, tout le monde peut vérifier que ça ne va pas. Et personne ne dit rien. Donc on a vu hein, qu'on a un vaccin qui est prétendument efficace parce qu'il protège contre les tests. Et puis en effet c'est efficace parce que quand on est vacciné, on n'a pas besoin de se tester, ce qui est une efficacité vaccinale extrêmement forte. Bon, même si Pfizer a prouvé que ça rendait malade de manière significative. Et d'ailleurs on le voit bien dans la pharmacovigilance, on a tout un tas de gens malades et qui se plaignent de manière plus ou moins forte avec des choses plus ou moins graves jusqu'au décès. Et puis, décès que l'on voit, et on se rend compte que pile au moment où on vaccine, on a des hausses de décès dans la population, et qu'après, il y a trop de décès ensuite. Il y a trop de décès, et on manque aussi de bébés. On voit même des décès de bébés. Donc, je rappelle que j'ai voulu que la totalité des droits d'auteur de mon livre reviennent à Où est mon cycle, le collectif Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de la vaccination anti-Covid-19, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que Big Pharma s'amuse à mettre des listes à l'après-vert d'effets indésirables dans ses médicaments. Ça ne sert pas à faire peur, ça sert à noyer de poisson. Si Pfizer avait mis problème cardiaque, en termes génériques, à la suite de son vaccin, on aurait eu assez rapidement des choses significatives. Mais donc du coup, ils n'ont surtout pas fait ça. Ils ont divisé en sous-catégories, myocardite, péricardite, arythmie, infarctus, etc. Ça permet que chaque personne soit dans une case différente.
Ce faisant, il n'y a rien de significatif. Bon. Et il se trouve que quand on rend une femme malade, eh bien la plupart du temps, son corps se met en état de façon à ce qu'elle ne puisse plus tomber enceinte et ça fait des problèmes de menstruation. Soit il n'y a plus de règles du tout, soit il peut y avoir des règles abondantes. Ce qui fait que quand on rend malade une femme de n'importe quelle manière que ce soit, il y a un effet direct et observable qui a lieu sur les menstruations. Donc ça ne veut pas dire que le vaccin s'attaque aux gonades, ça veut juste dire que la femme est malade, de manière générale, et ça peut être n'importe quoi. Et elle sera dans cet état-là jusqu'à ce que ça aille mieux. Et donc, c'est pour ça que dans les laboratoires pharmaceutiques et dans les essais, ils détestent avoir des femmes, et surtout des jeunes femmes qui ont des règles, parce que ça fait une trace tout de suite que ça ne va pas. Même chez les animaux, ils évitent d'avoir des femelles, pour pas que ça se voit. Et donc c'est pour ça que je souhaite tout donner à cette association, de façon à pousser les femmes à déclarer leurs effets indésirables concernant la menstruation, de façon à ce que ce soit le plus massif possible, pour qu'on ait une idée du nombre de personnes qui en fait sont malades, puisque ça n'est qu'un symptôme. Bon. Puis en plus, le fait de les aider à se déclarer, ça pourrait permettre de le reconnaître. Parce que pour l'instant, quand on va voir leur gynéco lui dit d'aller se faire voir, de diminuer le sport, de moins regarder la télé, enfin je sais pas quelle connerie. Et surtout, il n'y a aucun lien avec la vaccination. Donc de le reconnaître, que ce soit reconnu, pourquoi pas ensuite essayer de trouver des traitements efficaces pour que ça revienne, et puis dans un monde idéal, de finir par attaquer Big Pharma au passage. Et puis tant qu'à faire, ça donnera une idée du nombre de bonhommes malades qui ne se rendent pas compte, parce que eux, ça se voit pas forcément sur la reproduction tout de suite, quoi.